Alors bonjour à toi qui n'as rien compris à ton cours de chimie et qui t'es assez désespéré pour regarder cette vidéo. Aujourd'hui on va regarder les réactions réversibles et l'équilibre chimique. Alors avant toute chose, on va voir quelques définitions. Alors quelle est la différence entre une réaction totale et une réaction limitée? Une réaction totale, c'est quand on a A plus B donne C plus D. Alors la première chose à savoir, c'est que cette réaction se fait que dans un seul sens. C'est A plus B qui donne C plus D. Et la deuxième chose à savoir, c'est que tous les réactifs vont devenir des produits. Ok? Donc au début, on a 100% de réactifs, 0% de produits. Et à la fin, on a 0% de réactifs et 100% de produits. Une réaction limitée, c'est quand on a A plus B qui donne C plus D, mais qu'on a aussi C plus D qui donne A plus B. Ça veut dire que notre réaction se fait dans les deux sens et qu'à la fin, il nous restera un peu de chaque élément. Il nous restera des A, des B, des C, des D, puisqu'à chaque fois que cela se transforme, cela se retransforme. Donc, le tout, c'est une sorte de partie de ping-pong. Alors, de A plus B, on appelle ce sens le sens 1 et l'autre, on appelle ça le sens 2. Le sens 1, il s'appelle aussi le sens direct. Et le sens 2, on l'appelle aussi le sens inverse. Inverse, j'ai oublié des lettres. Bon, c'est pas grave. On va marquer comme ça. Voilà, le sens inverse. Ok? Alors on va regarder maintenant ce qu'une réaction limitée fait sur une courbe. Voilà, on va s'intéresser qu'à la courbe mauve pour le moment. Donc j'ai mon temps et le nombre de produits. Donc là on peut constater que alors là la courbe monte. Ça, jusqu'à là, c'est parce que les réactifs se transforment en produits. Du coup on en a de plus en plus. Ok? Mais là tout d'un coup, bah, ça stagne et ça se rapproche d'une asymptote, ça devient plat et ça n'évolue plus. Ça, c'est parce que nos réactifs se transforment toujours en produits, mais qu'à partir d'un certain point, les produits se transforment aussi en réactifs. Et donc du coup, ça fait, comme je disais tout à l'heure, une partie de ping-pong, où on va dire par exemple, à chaque fois que quelqu'un fait un pas vers l'avant, l'autre fait un pas vers l'arrière et du coup, ça s'annule. Donc c'est exactement ce qui se passe là et c'est pour ça qu'on se rapproche de l'asymptote et qu'après, à l'œil nu, l'équilibre ne bouge plus, la réaction n'avance plus, ne recule plus, alors que dans le bécher, en fait, c'est juste que c'est une partie de ping-pong entre nos produits et nos réactifs. Alors, le quotient de réaction est constante d'équilibre d'un système chimique. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça? Le cas général avant tout. A plus B et C donne toujours C et D. Pardon. Alors, les petits là, en minuscules, ce sont les nombres stoïchiométriques, c'est les chiffres qu'on a devant chaque réaction. Alors que les lettres majuscules ici représentent mes molécules et mes atomes. Ok? Alors QR, qu'est-ce que c'est? QR, c'est un quotient de réaction et il permet de calculer l'évolution de la réaction du produit par rapport au temps. Ok? Donc c'est savoir si on a plus ou moins de produits, plus ou moins de réactifs. Donc il se calcule par un rapport. Je vais vous l'expliquer tout de suite après. Alors, qu'est-ce que je viens de faire là? Mon quotient de réaction se calcule en faisant le produit, d'abord des produits, et après des réactifs. Donc, ce que j'ai mis là en haut, on va le mettre en fluo, ça va pouvoir le voir. Ce sont mes nombres stoïchiométriques. C'est les tout petits là que j'avais devant, c'est les chiffres de devant. Donc vous allez comprendre dans un exemple, mais là c'est juste la formule générale. Et ensuite, les lettres majuscules, ce sont mes atomes et mes molécules. Ok? Les crochets, ça signifie concentration. Donc c'est la concentration de mon atome C à la puissance du nombre stoïchiométrique. Et pareil pour les trois autres. Donc on va faire un exemple, vous allez voir, ça va devenir, j'espère, un peu plus limpide. Donc QR est égal à la formule. Et maintenant, si on l'applique à notre exemple, ça fait d'abord les produits. Concentration du produit fois la concentration de S2 divisé par la concentration de H2S. Ok? Et ensuite, on regarde mes nombres stoïchiométriques. Ici, j'ai un 2, donc je le mets là. Ok, il vient de là. Et si j'en ai un autre de 2, donc il se met là. Ok? Donc, la concentration de H2 est devenue au carré parce que
dans les nombres stoichiométriques, il y avait 2 H2. Ok? Allez, on continue parce que maintenant, on va voir ce qui se passe dans un milieu hétérogène. Première chose, qu'est-ce qu'un milieu hétérogène? Le milieu hétérogène, c'est quand on a différents états de corps. Ça veut dire qu'on a des solides avec des gaz ou avec des aqueux. C'est pas tout le temps les mêmes. Donc, par exemple, ici, on a un solide avec des aqueux. Ok? Alors là, je vous ai marqué une règle, mais vous allez comprendre un exemple. Un solide est toujours égal à 1 et une espèce en large excès est toujours égale à 1 aussi. Donc, la formule, on va essayer avec celui-ci. Donc, la formule générale, c'était QR égale, on va direct l'appliquer à notre exemple. Hein. Je vais le mettre en bleu parce que sinon, on va se perdre. Donc, Ag+, sa concentration, 1, mais on l'a, voilà, fois Cl-, la concentration de Cl-, divisé par la concentration de AgCl. Ok? Maintenant, qu'est-ce que j'ai dit là-haut? Hop. Un solide est égal à 1. Or ici, si vous avez bien vu, mon AgCl est égal à... C'est un solide, donc du coup, il est égal... Mauvaise pioche. Donc du coup, mon solide, il est égal à 1. Donc, mon QR final, c'est seulement la concentration de Ag+, fois la concentration de Cl-. Je vais vous laisser mettre sur pause quelques instants et faire le suivant, et après on se retrouve pour la correction. Alors j'espère que vous avez joué le jeu et que vous avez bien mis sur pause. Si vous l'avez fait, vous avez dû remarquer que c'est juste l'équation inverse de celle-ci. Alors donc on fait pareil, on commence par les produits. La concentration d'AgCl divisé par la concentration d'Ag+, fois la concentration de Cl-. Alors là, on refait la même idée. Ici, il est égal à 1 puisque c'est un solide. Donc, mon QR final, on va le mettre en rouge aussi pour pouvoir comparer après, est égal à 1 sur la concentration de Ag+, fois la concentration de Cl-. Alors, qu'est-ce qu'on peut comparer entre mon premier QR et mon deuxième? C'est qu'ils sont l'inverse l'un de l'autre. Et c'est ce que j'ai fait ici dans mes équations, c'est-à-dire que on a dans un sens et dans l'autre sens, c'est cette équation-ci. Donc en fait, quand on a deux équations, enfin la même équation, on va refaire ça comme ça, eh bien, son QR, dans ce sens-là, est égal à l'inverse du QR dans le sens inverse. Ok? Donc on va refaire, on va regarder maintenant la constante. Qu'est-ce que la constante? Eh bien, c'est QR, mais à l'équilibre. Je vais mettre en rouge, c'est bien. Allez. Oups, pardon. Alors, donc la constante, c'est QR à l'équilibre et elle porte un nom. C'est Kc. Donc, Kc est égal à la même formule que QR. Donc, la concentration de C fois son nombre stoichiométrique fois la concentration de D et son nombre stoichiométrique divisé par la concentration de A fois la concentration de B. Mais si vous l'avez bien remarqué ici, c'est marqué EQ. EQ, ça veut dire à l'équilibre, ça veut dire quand on arrive au niveau de notre asymptote que on avance et on recule à chaque fois. Donc du coup, dans notre équation, on marque juste que nos produits non réactifs sont à l'équilibre. C'est la seule différence qu'il y aura avec le QR, c'est qu'en fait tout est à l'équilibre. Alors on va reprendre le même exemple que tout à l'heure. On va étudier dans le sens 1 parce que le sens 2 c'est l'inverse comme on vient de le voir. Donc dans le sens 1, donc Kc maintenant est égal à la concentration de H2 au carré fois la concentration de S2 divisé par la concentration de H2S et au carré, pardon. Et on n'oublie pas de rajouter les équilibres à la fin, juste pour signaler que c'est un Kc. Ok? Donc en fait c'est tout bête, c'est juste quand on arrive à notre asymptote, donc tout à l'heure on avait cette espèce de courbe là, ça c'est mon QR, et hop, là on s'aplatit, on reste toujours à l'asymptote, ça c'est égal à Kc. Je vais le marquer là. Ça c'est mon Kc. C'est quand ça s'arrête. À l'œil nu ça s'arrête. Alors, les critères d'évolution spontanée d'un système chimique. Donc, si K
R, ok, I, donc autant égale 0, T égale 0, et plus petit que KC, ça évolue dans le sens direct. Parce que le but d'un système, c'est d'arriver à l'équilibre, donc c'est d'arriver ici. Donc du coup, si on est ici, donc si KRI est plus petit que KC, le système va évoluer dans le sens direct, donc dans le sens 1. Dans le cas inverse, eh bien, en fait, le but, c'est juste de se rapprocher de cet endroit-ci, c'est de se rapprocher à l'équilibre. Donc si notre équation dès le début est à l'équilibre, alors il n'y a pas d'évolution. Et dans le cas inverse, en fait, le système va évoluer de manière à augmenter son QR si on est ici, et à le diminuer si on est ici pour toujours arriver à KC. Ensuite, on va finir par les lois de Le Chatelier. Donc la règle générale qu'il faut garder en tête pour la suite des événements, c'est quand une action extérieure modifie un système en équilibre chimique, le système réagit de façon à s'opposer à cette réaction. Ça veut dire, une fois que l'équilibre chimique, donc ici, est atteint, le système va tout faire pour le garder. Donc peu importe les changements qu'on va faire, il va essayer de les inverser. Alors, on va regarder les exemples qu'il a trouvés. Il a trouvé l'exemple de la concentration. Donc, la règle qu'il a trouvée, c'est augmenter la concentration d'un réactif revient à déplacer l'équilibre vers le sens direct et inversement. Augmenter la concentration d'un produit revient à déplacer l'équilibre dans le sens inverse. Alors, je vous ai trouvé une petite image ici pour vous expliquer ça. Ici, on a ma situation à l'équilibre. On a un certain nombre de réactifs, un certain nombre de produits. Bon. Maintenant, si on rajoute des réactifs, la balance est beaucoup plus lourde ici. Donc, du coup, on va se déplacer dans le sens 1. On va déplacer un petit peu de la matière vers les produits pour rééquilibrer. Donc, du coup, quand on augmente la quantité d'un réactif, l'équilibre se déplace vers le sens direct, le sens 1. Inversement, si on augmente ici le nombre de produits, le système va déplacer son équilibre vers le sens 2. Ok ? Il faudra juste penser, donc pour la concentration, on pense à une balance. On continue, donc le Chatelier s'est intéressé aussi à la pression. Donc augmentation de pression externe déplace l'équilibre vers la diminution du nombre de moles de gaz. Une diminution de pression de l'équilibre déplace l'équilibre vers l'augmentation du mol de gaz. Et pas de variation de mol est égale à une pression qui n'a pas d'influence. Donc là, c'est par exemple, je vais vous montrer l'exemple et après je vais vous en donner un pour retenir cette règle. Donc, ici, si on augmente la pression, ici j'ai 1 mol, et ici j'ai 2 mols. Alors que nous dit le Chatelier? Si on augmente, on va dans le sens qui diminue. Donc du coup, l'équilibre se déplace ici dans le sens 2. Alors que ici, j'ai 2 mols de gaz. Et ici aussi. Donc, pas de variation de mol de gaz. Donc la pression n'a pas d'influence. Donc ici, l'équilibre ne se déplace nulle part. Alors on peut penser ça comme dans un bus. Dans un bus, quand il y a beaucoup de monde, ok, et ben quand on augmente le nombre de personnes, et ben on a de moins en moins de place. Donc du coup, on va se débrouiller pour trouver un endroit où il y a le moins de personnes possible dans le bus. C'est-à-dire, je vais vous faire un dessin comme ça on va comprendre. Ok, si toutes mes personnes sont entassées ici, ben le but c'est de se déplacer comme ça, là où il y en a un petit peu moins. Et dans le cas inverse, hop, si toutes les personnes sont entassées ici, le but c'est de se déplacer là où il y en a un petit peu moins. Donc toujours, plus il y a de personnes, moins il y a de place, plus il y a de pression, les gens poussent dans un bus, les gens essayent de se trouver une place comme ils peuvent, donc ils poussent. Et donc du coup le but du jeu c'est d'aller là où il y a le moins de personnes possible pour avoir le moins de pression possible. Donc là, quand il y a moins de moles de gaz, ça veut dire qu'il y a moins de monde. Donc du coup, il y a moins de pression. Donc le Chatelier nous dit que le système va essayer toujours de faire en sorte d'avoir le moins de pression possible, d'être le moins influencé possible. Ok ? Donc mon exemple du bus, c'est plus il y a de personnes dans un endroit, plus on se pousse, plus on va essayer de trouver un endroit où on est protégé de la pression, donc où il y a le moins de personnes possible. Ok ? Alors la température maintenant. Une augmentation de température déplace l'équilibre dans le sens endothermique. Endothermique, c'est quand delta RH est négatif.
positif. Pardon. Parce que endothermique, endo, on prend, alors que exothermique, c'est exo, c'est donné, donc on a moins d'argent dans son porte-monnaie, donc du coup, exothermique, c'est delta RH négatif. Pardon. Donc on va faire un exemple, après je vais vous redonner, comme tout à l'heure avec l'exemple du bus, un mémo technique, parce que c'est pas vraiment une loi, c'est juste un moyen de le retenir. Alors, exemple, donc NH2 plus O2 donne 2 NO, et mon delta RH est plus grand que 0, donc il est positif. Donc, dans quel sens se déplace l'équilibre? On vient de voir que si delta RH est positif, augmentation de température déplace l'équilibre dans le sens endothermique. Donc là, si mon delta RH est négatif et que je veux par exemple avoir plus de NO2, il faut que je déplace mon équilibre dans ce sens-là, ok? Donc, il faut que je fasse en sorte d'avoir plus de NO2. Or, quand il est positif, une augmentation de température. Donc en fait, ici, il faut augmenter la température. Température. Alors ça s'explique. Celui que j'ai trouvé ici pour vous expliquer, c'est la glace. Donc, quand les températures montent, ça veut dire qu'il fait plus chaud, on a envie de plus de glace. Donc, augmentation dans le sens endothermique. Et en revanche, quand il fait froid, quand les températures baissent, on a envie de moins de glace, donc exothermique. Ok? Donc en fait, là, le plus ou le moins, c'est lié avec le delta RH. Donc ça, mon mémotechnique ici, ça serait plutôt la glace. Ok? On va continuer et on récapitule tout à la fin pour voir si vous avez bien compris. Ah bah, on est déjà à la fin. Donc, le châtelier récapitulatif. Donc, une augmentation de la concentration des réactifs, toujours dans le sens direct. Donc, on avait notre image là avec la balance. Donc, pour la concentration, on pense à la balance. En ce qui concerne la température, on va penser donc à mon image à la glace. Et pour la pression, on pense au bus, à savoir plus il y a de monde dans un bus, plus il y a de pression, plus entre guillemets on a envie d'en sortir. Voilà, donc ça c'était tout, hein. C'est fini, on va juste repartir au début pour... Voilà, donc c'était les réactions réversibles et l'équilibre chimique. J'espère que vous avez bien compris. Si c'est pas le cas, bah, envoyez-moi un message ou venez me voir ou mettez un message dans les commentaires et je referai une vidéo où je réexpliquerai. Si vous voulez, j'ai aussi des fiches de révision pour voir si vous avez compris, tester votre compréhension. Puis voilà. Merci d'avoir regardé.